À l'abri des regards indiscrets, dans les petites maisons en bois du centre médiéval de Roma, les femmes de la ville répètent avec dextérité la même chorégraphie depuis des siècles. La technique de base est assez simple. Donc j'ai ces paires de bobines et je les mets au milieu et je croise. Puis sur la gauche et je recroise. De nouveau sur la gauche 4 fois, puis 3 fois et 2 fois. Nous nous servons du motif qui est en dessous et de ce coussin qui est un modèle traditionnel d'époque. Aujourd'hui, il ne reste qu'une trentaine de dentelières au fuseau à Roma, mais autrefois, la ville en comptait 10 fois plus. On tissait dans quasiment tous les foyers. Nous mettons un point d'honneur à conserver la tradition de la dentelle à Roma. Pour nous, c'est très important. Elle se transmet de mère en fille et ainsi de suite dans les familles. Mais nous essayons de la sauver au moyen de notre association. En Finlande, l'art du textile est avant tout une histoire de femmes. Dans un pays de bûcherons et de marins, il va d'abord permettre aux Finlandaises de s'émanciper. Artisanes d'excellence au XVIIIe siècle, puis ouvrières consciencieuses dans les filatures de coton au XIXe, les Finlandaises s'approprient au fil du temps un savoir-faire pour devenir au XXe siècle des artistes dont les motifs emblématiques sont aujourd'hui indissociables de leur identité. Dans cette nation rurale longtemps prise en étau entre la Suède et l'Empire russe, les petites mains du pays vont contribuer à faire de la Finlande une puissance industrielle et créative. Au XVIIIe siècle, la Finlande est sous domination suédoise. Située sur le golfe de Bothnie, la cité portuaire de Roma a su tirer profit de sa situation face à son pays de tutelle. Important carrefour marchand sur la Baltique, la ville est florissante. La principale source de revenus ici venait de la mer. Les habitants étaient marins ou travaillaient sur les chantiers navals. Les matelots étaient principalement des hommes, bien sûr. Ils étaient à l'étranger ou en mer pendant une grande partie de l'année. Seuls à terre pendant des mois, les habitantes de Roma doivent subvenir à leurs besoins. Elles vont alors s'approprier l'artisanat délicat et raffiné de la dentelle au fuseau, arrivé un peu par hasard dans cette ville de métissage. Quant à l'origine de la dentelle, beaucoup d'hommes installés à Roma venaient d'Allemagne, de Suède ou encore d'Estonie. Ils ont pu amener avec eux leurs femmes qui savaient tisser. Il y a une autre explication. La dentelle pourrait venir du monastère franciscain qui s'est implanté ici à l'époque médiévale, car nous savons que dans d'autres monastères du nord de l'Europe, on pratiquait l'art de la dentelle. Au fil du XVIIIe siècle, la dentelle devient une manne pour les artisanes de Roma. Elles vont profiter d'une mode vestimentaire très en vogue dans l'Europe du Nord de l'époque. Entre 1752 et le début du 19e siècle, cette mode des chapeaux était très répandue. C'était pour les femmes des classes aisées. Les femmes des pasteurs, par exemple, pouvaient se les offrir. Ils étaient vendus dans toute la Finlande, mais aussi exportés dans d'autres pays autour de la mer Baltique. En Suède, en Estonie, en Allemagne et au Danemark. D'un artisanat encore confidentiel, l'art du tissage finlandais prend peu à peu de l'ampleur et va s'industrialiser. En 1809, la Finlande passe sous le joug de l'Empire russe voisin et devient un grand-duché. Les différentes tsars ont alors à cœur de moderniser la Finlande, encore très rurale et agricole à l'époque. Au sud-ouest du pays, à 2 heures d'Helsinki, Tampere devient le symbole de cette mécanisation. Toutes de briques vêtues,
Celle qui fut longtemps appelée la Manchester de la Finlande a su conserver son patrimoine architectural quasi intact. Nous nous trouvons devant ce qu'on appelle l'un de nos paysages culturels nationaux. Quand nous avions encore notre propre monnaie avant l'euro, ce paysage était sur l'un de nos billets. C'est un paysage très important qui est ancré profondément en nous, dans la ville. Cette brique rouge, l'acier et tout cet héritage industriel finalement. Au début du 19e siècle, la position idéale de la ville sur les rapides de la rivière Tamerkoski, source potentielle d'énergie, ne passe pas inaperçue pour le pouvoir de Saint-Pétersbourg. Plusieurs tsars ont visité Tampere au cours de notre histoire. Mais en 1819, quand Alexandre Ier est venu ici, il a tout de suite vu l'intérêt de ces rapides. Et la légende dit qu'il déclara « Un Anglais aurait déjà réalisé l'atout que représentent ces rapides ». Alors forcément, il était ravi quand James Finlayson lui demanda s'il pouvait installer son usine ici. Le tsar accorde alors à l'Écossais James Finlayson le droit d'ouvrir la première filature de laine, de lin et de coton à Tampere en 1829. Les deux hommes voient dans cette Finlande miséreuse de l'époque une terre vierge à conquérir. En un siècle, Tampere devient la vitrine du miracle industriel finlandais. Un miracle porté à bout de bras, notamment par les jeunes Finlandaises de la région. L'industrie du coton était le plus grand pourvoyeur d'emplois dans la région, surtout pour les jeunes femmes. Elles venaient de toute la campagne, des villes alentours, pour travailler à l'usine Finlayson, dans l'espoir d'obtenir leur propre salaire, ce qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. Un salaire, mais aussi un logement décent. L'ancien quartier d'Amoury, aujourd'hui musée à ciel ouvert, témoigne du quotidien des ouvriers et ouvrières du textile. Cela pourrait sembler pauvre aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, si tu travaillais à l'usine, cela voulait dire que tu étais beaucoup plus riche que le reste des travailleurs. Alors évidemment, il y avait des problèmes, comme l'alcoolisme ou autres, qui affectaient la communauté. Mais les gens travaillaient et appartenaient à la classe ouvrière, donc ils se sentaient heureux parce qu'ils avaient leur propre salaire. Ils avaient leur école, leur logement, la sécurité sociale, les hôpitaux, la police, les pompiers, leur banque, leur église. C'était une entreprise vraiment familiale. En parallèle de son industrialisation, la Finlande s'enrichit, s'éveille au nationalisme et arrache en 1917 son indépendance à la Russie, devenue entre-temps bolchevique. Mais Lénine a du mal à lâcher complètement ce territoire stratégique et espère que l'ancien duché finlandais se ralliera à sa cause. Tampere-la-Rouge, foyer du prolétariat, va cristalliser toutes les revendications. À cette époque, les Finlandais se sont dit « Bon, nous venons de demander notre indépendance, qui nous a été accordée d'ailleurs le 31 décembre 1917, mais il y avait un grand vide pour savoir qui allait prendre le pouvoir. Allions-nous avoir un roi, un président? Qu'allait-il se passer? Et c'est là que la guerre civile a éclaté, le 27 janvier 1918. Et évidemment, Tampere était du côté des travailleurs. Extrêmement meurtrière, la bataille de Tampere oppose les Rouges, partisans d'une indépendance à la bolchevique, aux Blancs, partisans, eux, d'une monarchie. Plongées malgré elles dans ce conflit, les ouvrières textiles de Tampere, qui ont désormais acquis une conscience de classe, vont délaisser leur métier à tisser. La grande différence entre les Blancs et les Rouges, c'est que chez les Rouges, certaines femmes avaient pris les armes. Chez les Blancs, c'était mal vu, ils étaient plus conservateurs. Ils pensaient que c'était un travail d'homme. C'est une période très sombre et très sanglante. La bataille de Tampere est la plus grande que tous les pays nordiques aient connue. Et elle a eu un impact énorme sur nous. Surtout parce qu'il y a eu cette culture du silence après. La bataille de Tampere fait 3000 morts, dont de nombreuses ouvrières. Après cet épisode fratricide, puis la Seconde Guerre mondiale qui n'épargne pas le pays, dans les années 1950, les Finlandais ont soif de gaieté et de fraîcheur.
C'est de la capitale Helsinki, à l'avant-garde du design et de la mode, que souffle un vent nouveau, notamment grâce à une femme, la visionnaire Armi Ratia. En 1951, cette designeuse, diplômée de l'Institut des Arts, lance la marque Marimekko, littéralement la robe de Marie. Dans le quartier de Herttoniemi, les rotatifs de sa première usine tournent toujours, 70 ans après la création de l'enseigne. Avec ses motifs graphiques, voire hypnotiques, et ses tissus colorés résolument optimistes, Marimekko imprime les rétines et sort le pays de sa torpeur. Elle avait vraiment cette volonté très forte d'apporter de la joie aux gens. Pour elle, c'était une question de philosophie. Le produit n'avait pas vraiment d'importance. Elle voulait rendre heureux les gens. Mais elle disait que Marimekko aurait pu être un club de jazz, une marque de glace ou un magasin de fleurs. Le produit n'avait pas vraiment d'importance. Armi Ratia est la première créatrice du pays à sentir ce lien si particulier qui unit les Finlandais à leur environnement. En 1964, le motif Unikko, représentant des coquelicots géants, rencontre un succès fulgurant. Je pense qu'en tant que Finlandais, nous avons un lien très fort avec la nature. Et c'est peut-être en partie parce que nous étions un pays rural il n'y a pas si longtemps. Il y a aussi le fait que nous ayons de longs hivers très sombres. On a forcément besoin de couleurs ici en Finlande. Beaucoup de Finlandais accordent beaucoup d'importance à la façon dont ils décorent leur maison. Ce n'est pas tant pour se montrer, mais plutôt pour se faire un petit nid douillet ou se sentir bien pendant les mois d'hiver. Donc, sans aucun doute, la couleur et les imprimés font partie, je pense, de notre héritage en matière de design. Avec ses silhouettes amples et simples, la marque d'Armi Ratia s'inscrit aussi dans l'air du temps et accompagne l'émancipation des femmes finlandaises. Dans les années 1950, on voyait beaucoup de corsets et les robes étaient très étriquées. La marque a voulu apporter quelque chose qui serait en quelque sorte libérateur et des robes avec lesquelles on pourrait se promener ou même faire un pique-nique. Les femmes ont commencé à être de plus en plus actives dans la société d'après-guerre. On avait vraiment besoin d'elles pour différents types d'emplois dans la société. Donc le rôle de la femme a changé dans ces années-là. Et bien sûr, Marimekko a pris part à ces changements et voulait y contribuer. La consécration vient de l'étranger, quand l'icône Jackie Kennedy pose en une des journaux avec une robe de la marque finlandaise lors de la campagne électorale de son mari. Marimekko devient définitivement l'emblème de cette jeune nation, créative, innovante et féministe.